C'est bon, Cassebano. C'est bon, Cassebano. Putain, j'ai loupé la présentation là. Je loupe à cause du son en fait. Ok, Carlos. Garde. Bienvenue à vous. Objectivement, il y a toujours du noir sur la voiture. Mais il y en a moins. Mais il y a beaucoup de peinture hein, quand même. C'est vrai. C'est une vraie remarque. Oh là là, elle est magnifique. Je suis pas objectif, mais elle est incroyable. Voilà. Oh! Oh! Oh, vous avez vu ces plantes? Ils ont mis des ailettes dans le. Ah, ah bah enchanté. Enchanté, madame. Ok, elle est magnifique. C'est bon. Elle est magnifique. Oh, si c'est que ça, par contre, je suis abattu. Ah, c'était tout. C'est tout. Non! Oh là là! Pourquoi je suis pas dans les sponsors? Bah, les gars, je. Waouh! J'ai pas l'argent pour les sponsors. Mais attends, mais c'est fou! C'est tout! Ah oui, quand on a dit que ça allait être une petite présentation, c'est une petite présentation. C'est vraiment. Petit bémol sur l'aileron arrière, j'aime pas trop le rouge. Ouais, alors, attendez, mais parce qu'il va falloir qu'on aille la voir en photo là. Est-ce que ça a publié déjà sur Twitter? Ok, ouais, ils ont remis la vidéo, mais il n'y a pas des photos, genre? On va voir sur Insta. J'ai préparé toutes les fenêtres. Je suis à moitié préparé en général quand même, hein. Bon, il n'y a que la vidéo, mais c'est pas grave. Euh, Attendez. Effectivement, parce que j'étais en train de régler le son quand ils ont montré l'aileron arrière. Du coup, il y a du rouge sur le plan principal de l'aileron, et il n'y a que le DRS qui est en noir. Enfin, le plan secondaire, j'ai envie de dire. Donc livré très inspiré de l'hypercar, de la 499P. On était plutôt, enfin on le savait globalement avec le teasing qui avait été fait, même avec les combinaisons aussi qui rappelaient ce truc-là. Ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire, Bano. L'aileron, effectivement, rouge. En vrai, j'aime bien, mais c'est vrai que ça change par rapport à l'an dernier où où c'était full noir. Et là, c'est pareil sur l'aileron avant, il n'y avait pas du tout de rouge avant. Là, il y a un des plans d'aileron qui est rouge. Globalement, j'aime bien. J'aimerais bien qu'on ait des photos pour qu'on analyse un petit peu tout ce qui est aéro et tout. On est possible, en vrai. Euh, Ah ouais! Ah, moi, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup la livrée. Après, c'est vrai que niveau aéro, pour l'instant, avec la vidéo, on peut pas trop analyser. J'ai l'impression qu'on est sur des pontons quand même similaires à la deuxième partie de saison de l'an dernier, avec encore une fois des prises d'air qui sont très fines et très hautes, à la mode Red Bull. Ça, globalement, tout le monde a ça depuis le début. Mais on garde quand même des pontons qui sont assez creusés, qui sont quand même assez massifs, mine de rien, même si la découpe en dessous est assez. La découpe en dessous de enfin, en dessous de la prise d'air est assez prononcée. Mais mettez-nous des photos, bordel! Est-ce que la Formule 1 a posté des photos? Absolument pas. Il n'y a que la vidéo. C'est pas grave. On va la voir, ces photos. On va les avoir. Mais du coup, ah oui, quand ils ont dit on fait une présentation chill, discrète, rapide, c'était chill, rapide et discret. Parce qu'il y a vraiment juste une vidéo de 30 secondes, genre. Waouh! Bon, le chat chez Ferrari il est un petit peu plus fourni que le mien, mais c'est pas grave. Waouh, mais attends, mais c'est. Je suis surpris, je sais pas quoi dire. Globalement, ouais, découpe d'aileron avant et aileron arrière. On avait. Attends, putain, mais ouais, mais s'il y a pas de photo, c'est chiant parce qu'on doit se la retaper à chaque fois. Parce que moi j'avais vu en rumeur, apparemment, que le plan secondaire d'aileron, donc le plan où il y a le DRS, ne serait pas solidaire du reste. Ou en tout cas, pas comme on en a l'habitude, avec avec le petit retour comme ça qui vient se coller au endplate d'aileron arrière. Du coup, ça, j'ai envie de voir si c'est vrai. Pour les sidepods, pardon, je vais y arriver comme j'ai dit, c'est dans la première partie du sidepod, c'est très similaire. On voit pas très bien hein, dans la vidéo.
C'est très similaire à Red Bull, du coup. Et après, la deuxième partie est plus proche de ce qui se fait chez Alpine et ce qui se faisait déjà l'an dernier chez Ferrari globalement, qui reste un petit peu creusé. Alors on est plus sur les pontons vraiment baignoires comme on avait début 2022 et même début 2023 chez Ferrari. Mais ça reste quand même un petit peu creusé pour essayer d'emmener le flux d'air le plus bas possible. Donc on voit que la découpe à l'intérieur, on le voit ici. Je vais essayer de montrer, mais sur la vidéo c'est compliqué. Ah oui, donc du coup, effectivement, j'ai bien vu. Là, on vient de le voir très rapidement. Le plan secondaire d'aileron arrière est plus solidaire. On le voit un petit peu ici, là. C'est un peu compliqué sur ce plan-là. La vidéo, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, voilà, là, le sidepod redescend. En fait, on a une découpe ici intérieure qui redescend assez franchement pour emmener l'air vers les. J'ai l'impression qu'on voit pas trop le numéro sur l'avant. Il est perdu dans les sponsors. Ouais, en vrai, ouais, un peu. Attendez, je vais le mettre comme ça. Petite technique. Effectivement, bah parce que le fait qu'il soit blanc avec le liseré jaune autour le rend très similaire au sponsor. Alors que l'an dernier, je crois qu'il était noir. Je sais plus, en vrai. Ferrari SF23. Il était. Non, il était blanc, mais il y avait moins de sponsors autour, en fait. Du coup. On va dire qu'il y avait moins. Enfin, ils étaient beaucoup plus petits. Et du coup, l'autre était en plus gros, le numéro. Donc c'est vrai que par rapport, si je me mets ici, c'est vrai que là pour le coup, puis il y a la bande en plus, et en fait c'est surtout ce qui nous, à mon avis, ce qui foire le truc, c'est le VGW là. Je sais pas ce que c'est ce sponsor là, mais qui est blanc et jaune, à peu près de la même taille en plus, effectivement. Mais donc du coup, niveau aéro, on est au niveau des sidepods sur la deuxième partie similaire à l'an dernier avec cette découpe qui redescend pour emmener l'air vers la sortie du diffuseur et la beamwing. Beamwing, c'est le petit aileron qui se trouve juste ici. C'est l'aileron dans l'aileron, j'ai envie de dire, qui en général entoure la sortie d'échappement. Et effectivement, sur l'entrée, pour le coup, une découpe qui est très franche en dessous. Ah, vous savez quoi? Oh, ça m'a saoulé cette histoire. Voilà, hop. Pas me faire chier longtemps cette affaire. Du coup, la découpe ici, en dessous de la prise d'air, qui est assez franche, où il y a beaucoup d'espace. En fait, le sidepod devient très fin à cet endroit-là, et une entrée d'air assez fine. Moins fine que ce qui fait. Waouh! On va parler français. Que ce qui se fait chez Red Bull, et ce qu'on a pu voir aussi dans d'autres équipes. Ça reste quand même assez important. Moi, ce qui m'a surpris dans la vidéo, le truc que j'ai capté direct, mais j'aimerais bien qu'ils nous mettent des putains de photos. Parce que là, c'est relou. Il y a des photos? Toujours pas. Toujours pas. C'est à cet endroit-là. Alors, on va pas très bien voir du coup, mais ici, on a une petite découpe en fait, où on a une sorte de deuxième ailette qui va venir se raccrocher bah, à la carrosserie et ensuite au halo, qui va permettre sûrement de canaliser l'air qui arrive justement à cet endroit-là, le long du, du sidepods. Alors là, on n'est plus vraiment sur le sidepods, on est plutôt au niveau du capot moteur. Le long de ce capot moteur qui est encore une fois assez bombé, ça c'est un truc qu'on avait vu apparaître de manière très exacerbée chez Mercedes début 2023 et qui est conservé, enfin qui a été implémenté par pas mal d'équipes, notamment Alpine, si je peux en citer une. C'est cette partie-là là, qui est en fait assez bombée. Parce que mine de rien, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que là-dessous, il y a le moteur. Ça, c'est pas une surprise, vous le savez. Et il faut le refroidir. Donc le truc, c'est qu'on est en train d'affiner déjà l'entrée d'air pour les radiateurs. Ici, ça c'est l'entrée d'air. Juste ici, en fait, là, en biais, on va dire, juste derrière, vous avez les radiateurs. Donc déjà, on est en train d'affiner ces entrées d'air-là, qui permettent de refroidir du coup le radiateur et donc après ça, le moteur. Et en plus de ça, on est ici en train aussi d'affiner la carrosserie et tout le sidepod pour venir épouser au maximum le radiateur et le moteur pour libérer de l'espace aéro et générer des flux d'air, etc. Et pouvoir en fait tout simplement créer des jeux d'aéro et pour avoir une voiture performante. Sauf que il y a un moment, le moteur il doit quand même refroidir et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de très grosses ouïes ici, on en voit, là notamment, pour venir refroidir le moteur, pour extraire l'air chaud au maximum. Parce que le problème, c'est que quand on a une carrosserie qui est très proche du moteur,
bah, le moteur il n'a pas vraiment de place pour respirer à l'intérieur et pour refroidir. Donc là, en fait, c'est un peu ce qui se passe ici avec ces ouïes, et c'est surtout un peu ce qui se passe à la sortie juste derrière le Santander, où vous avez, en fait, globalement, la carrosserie vient s'élargir à ce niveau-là. Elle forme deux espèces de saucisses, j'ai envie de dire, sur le côté, et ça permet d'évacuer l'air vers l'arrière, et notamment de souffler, et ça c'est aussi important, ça permet de souffler de l'air chaud sur la beamwing. Beamwing qui est très importante. C'est beamwing, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est le petit aileron, la petite ailette qui est dans l'aileron arrière, on va dire, au niveau de l'échappement. C'est un élément très important de la monoplace qui à la fois génère de l'appui et à la fois peut vous permettre de réduire la traînée. Et c'est un des éléments principaux en concert avec les suspensions qui rendait la Red Bull si performante l'an dernier. On a beaucoup parlé de suspension à poussoir et à tirant ces derniers jours. J'ai fait une petite vidéo l'an dernier sur les suspensions à tirant et à poussoir, mais globalement, ce que vous devez retenir, push-rod, euh, suspension, suspension, si j'écris français, voilà, hop, on va virer la capture, hop, hop. Euh, alors, taper F1 parce que là, sinon ça va être compliqué. Voilà. La différence, c'est qu'en fait, vous avez votre bras de suspension, donc c'est le bras qui va travailler sur la suspension. Contrairement à une voiture de tous les jours, où vous avez la suspension, le ressort est comme ça, à peu près à la verticale, on va dire un petit peu incliné, mais globalement, c'est ça. Il est juste à côté de la roue. C'est très compliqué à expliquer, là, ce que je suis en train de dire. Suspension de voiture, basique. Genre une suspension de voiture, voilà. Ça c'est une suspension déjà de voiture, mais on va dire, ça c'est une suspension de voiture de sport, parce qu'il y a deux triangles. Vous avez un triangle inférieur et un triangle supérieur. Ça permet d'avoir un train avant qui est plus rigide, plus précis, etc. Ça, globalement, c'est sur des voitures de sport. J'ai ma tête au milieu, donc je vais la mettre là, et on va la mettre en grand. Ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. Voilà. C'est pixelisé, mais vous avez compris. En gros, vous avez le ressort qui est donc ici. Sauf que sur une Formule 1, le ressort n'est pas là, puisqu'il est, je vais vous le mettre ici, puisqu'il est tout simplement dans la carrosserie. En fait, on ne le voit pas ici, sur cette photo, mais il est là, le ressort. Enfin, il y en a deux, hein, il y en a un pour chaque côté, bien sûr, mais il est caché sous le numéro, à peu près, des deux voitures. Euh, Si vous mettez une suspension à poussoir, image de gauche, vous avez donc votre bras, c'est un bras de renvoi, je crois, ça s'appelle comme ça, un truc comme ça. S'il y a des spécialistes dans le chat, dites-le moi. Qui va donc renvoyer tout simplement le mouvement qui de base va directement dans le ressort quand vous êtes sur une voiture de route, qui va le renvoyer ici sur le ressort qui est qui est à l'horizontale, pardon. Euh, Pourquoi on fait ça? Déjà pour miniaturiser un petit peu tout, et aussi globalement, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de débattements. Une suspension de Formule 1, ça n'a pas besoin de énormément de débattements. C'est pas une voiture de rallye, tu vois. Donc, globalement, on n'a pas besoin de beaucoup de mouvements parce qu'il y en a juste pas du tout. C'est une voiture qui est très rigide, donc on n'a pas beaucoup de mouvements. On a aussi la suspension à tirant qui est inversée. Pareil, le mouvement revient à peu près dans le même sens, sauf que, vu que le bras est inversé, les ressorts sont en dessous au lieu d'être au-dessus. En fait, ils sont pas juste sous le numéro, ils sont globalement sous le museau, là. Ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que vous baissez le centre de gravité, donc c'est plus performant, puisque vos ressorts, donc c'est quand même une partie qui est un peu lourde, mine de rien, ils sont plus bas, vu qu'ils sont sous le museau au lieu d'être sur le museau, donc vous gagnez à ce niveau-là. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'au niveau des réglages, c'est plus compliqué parce que vous avez un accès qui est hyper simple sur la version à poussoir, puisqu'il suffit de dévisser, en gros, vous avez une plaque à ce niveau-là, il vous suffit de dévisser la plaque, et vous avez directement accès aux réglages, puisque vous avez aussi la barre anti-roulis qui va se trouver à cet endroit-là. Donc, tous les réglages de châssis pour le train avant, ils vont se trouver à peu près à ce niveau-là. C'est pas le cas ici. C'est un peu plus compliqué, il faut passer en dessous et tout. Enfin, voilà. L'autre avantage des suspensions, soit à poussoir, soit à tirant, en fait, ça va dépendre vraiment de votre philosophie aéro, c'est que ça a un impact sur l'aérodynamique, forcément. Puisque les suspensions, à l'avant, en tout cas, elles se trouvent juste devant les entrées d'air, juste devant les sidepods, donc elles vont, mine de rien, influer sur tout le flux d'air qui va du museau, enfin un peu après le museau,
jusqu'à la fin de la voiture, jusqu'à l'aileron arrière, jusqu'à la sortie du flux d'air. Donc c'est une très grosse influence qu'ont les suspensions sur tout le flux d'air de la voiture et sur toute la performance aéro de la voiture. Donc, si vous choisissez tirant ou poussoir, les deux globalement se valent en performance. Mais ils vont avoir des influences différentes sur l'aérodynamique. Souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais souvent, on va avoir soit poussoir à l'avant et tirant à l'arrière, soit l'inverse. C'est-à-dire qu'on va souvent avoir les deux systèmes à l'avant et à l'arrière. Il y a des voitures qui ont des suspensions à poussoir à l'avant et à l'arrière. Je pense à l'Alpine par exemple. L'Alpine de cette année, les suspensions sont à poussoir à l'avant et à l'arrière. La McLaren, comme la Red Bull, depuis déjà un certain nombre d'années, je crois que ça fait 2 ans, ils ont des suspensions à tirant à l'avant et à poussoir à l'arrière. Chez Ferrari, on va retourner chez Ferrari. Euh, Chez Ferrari, vous avez des suspensions à poussoir à l'avant. À l'arrière, là, globalement, je ne vois pas très bien, je vous avoue. Est-ce qu'on a des photos maintenant qui sont arrivées depuis? Ah, voilà, merci. On a les deux voitures. Alors, on a plein de photos, en plus, ça va être super. Donc, ce qu'on peut observer déjà, si on se met de face, là, donc on a les suspensions à poussoir, comme je vous disais, c'est ce bras-là, là. Donc, vous avez deux triangles, un triangle inférieur, un triangle supérieur, et ici, vous avez le bras de suspension. Euh, Ça, là, le museau, il est très très large. Il est très très large et il ne vient pas s'accrocher au plan principal. Donc le plan principal de l'aileron avant, c'est celui-ci, là où vous avez marqué HCL Software. L'an dernier, si je ne me trompe pas, Ferrari SF23, vous aviez le plan principal de l'aileron avant qui était exactement pareil. Allez hop, je dis de la merde. Ah non, c'était en 2022. C'était en 2022 que la voiture, enfin que le museau venait se coller sur le, enfin venait se fixer au plan principal. Donc là, encore une fois, c'est pas le cas. Par contre, ce qu'on voit, si je remets la SF23, c'est que la diff au niveau du museau est impressionnante. Là où certaines équipes se sont dirigées vers un museau plus fin, je pense à RB, Racing Bulls, qui a un museau plus fin, un peu à la mode Red Bull. Ferrari, qui l'année dernière avait un museau relativement moyen, il était ni fin ni trop large, on va dire. Et pour le coup, parti sur un museau beaucoup plus large, un peu à la mode Alpine, j'ai envie de dire. Niveau entrée d'air, ici, ponton, comme on l'a dit, c'est quand même plus large, mine de rien, que chez Red Bull ou les autres. Le fameux plan secondaire d'aileron arrière, donc le DRS, qui est détaché, je ne sais pas comment il fonctionne, le DRS. Genre, j'ai du mal à voir comment il va s'ouvrir, parce que pour moi, il doit être enfermé, on va dire, à droite et à gauche pour qu'il soit tenu et pouvoir faire le mouvement de rotation. Mais effectivement, il est désolidarisé du reste de l'aileron, ce qui est une première, je crois, à ce point-là, en tout cas. Euh, ok. Donc la Beamwing, c'est là, hein, globalement. Je crois qu'on est sur des suspensions attirant à l'arrière, mais je suis pas sûr. Et vous voyez ici la découpe, en fait, le sidepod dépasse pas mal, mais ici, en dessous, c'est hyper creux. Donc ça, encore une fois, pour maximiser le flux d'air, on va dire, on va accélérer ici le flux d'air le long, sous le sidepod, entre guillemets, pour l'emmener jusqu'à la sortie et jusqu'à la beamwing. Ici, on remarque les petites saucisses dont je vous parlais tout à l'heure, là, donc le capot moteur qui s'élargit pour mieux refroidir le moteur, et qui permet aussi, mine de rien, d'enfermer le flux d'air en dessous. Parce que le flux d'air qui passe ici, dans la partie en carbone, là, donc qui est creusé, il va être un petit peu canalisé aussi par au-dessus, puisque ça va venir l'enfermer comme dans une sorte de tunnel. Et globalement, sachez juste une chose, je suis pas un aérodynamicien, hein, mais si vous enfermez l'air, on va dire si vous rapetissez, c'est le bon mot, je crois, euh, l'endroit où l'air va s'engouffrer, vous accélérez le flux d'air parce que vous créez un point de pression et donc si derrière à nouveau ça s'élargit, à cet endroit-là, vous allez accélérer le flux d'air. C'est ce qu'on essaye de faire globalement à certains endroits et à d'autres on essaye de ralentir le flux d'air.
et à certains endroits, on essaye de l'accélérer. C'est tout le jeu de l'aéro, voilà, c'est un petit peu compliqué à comprendre quand on débute, mais c'est ça qui est le plus intéressant, je trouve, à regarder sur les monoplaces quand elles sont présentées. Parce que l'année dernière, pas du tout, hier, pas l'année dernière, hier, j'ai un abonné, ou je sais pas d'ailleurs si c'était un abonné, mais bref, qui a commenté sur Insta ou TikTok, de me dire que c'était complètement inutile de regarder les voitures des présentations et que personne en gros s'intéressait aux présentations des voitures parce que on s'en fout. Mais non, pas du tout, parce que au-delà de regarder juste une livrée, qui intéresse globalement la majorité des gens, faut se le dire, hein, parce que c'est le truc qui visuellement change le plus sur une voiture. Je trouve que analyser pour le coup la voiture, même si on n'est pas des professionnels et on est loin d'être des ingénieurs, je trouve que c'est ça le plus intéressant, de voir aussi les concepts qui sont repris des uns et des autres. Là, on voit que beaucoup de gens s'inspirent de Red Bull parce que bah, forcément, c'est la référence. Donc, beaucoup de monde vont copier, entre guillemets, ou fortement s'inspirer de Red Bull. Je trouve que c'est intéressant quand même, mine de rien, de s'intéresser à tous ces trucs-là. On voit que Ferrari, un peu comme Alpine, ont quand même gardé une philosophie assez singulière, même s'il y a forcément une approche plus Red Bull dans l'idée, ça reste quand même quelque chose d'assez singulier et d'assez propre à Ferrari, ce truc-là de creuser l'intérieur du sidepod. Euh, c'est pas quelque chose que fait Red Bull. Pas du tout. Alors, est-ce que Red Bull va le faire cette année? Je sais pas, mais on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Red Bull, jusqu'à maintenant, ont eu un sidepod qui, finalement, dans la forme, était très simple, mais ça marchait très bien. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on regarde ça parce que c'est ce qui se voit le plus, mais c'est pas juste ça qui fait la performance. C'est exactement comme quand on critiquait la Mercedes qui avait zéro sidepod et on disait c'est pour ça qu'elle est nulle. Non, c'est pas juste pour ça. C'est globalement c'est plein de facteurs. C'est comme quand on regarde la Peugeot en endurance, l'hypercar. C'est pas juste parce qu'elle a pas d'aileron arrière qu'elle est nulle. C'est plein de choses qui font que il y a de la fiabilité, il y a le fait qu'elle ait les mêmes pneus aux quatre coins. Enfin, il y a des trucs bizarres sur la Peugeot parce qu'elle a été faite à un moment avant que le règlement évolue, et c'est pas que l'aileron arrière qui fait qu'elle marche pas. C'est exactement pareil pour la Mercedes, c'est exactement pareil pour toutes les voitures. Ce qu'il faut se dire, c'est que le point fort, le plus gros point fort de la Red Bull, c'était ses suspensions. C'est comment elle travaillait la suspension, en particulier au niveau du train arrière, qui faisait de son DRS une arme redoutable. Pas parce que le DRS il s'ouvrait plus que les autres, parce qu'il est réglementé, de toute façon on ne peut pas l'ouvrir plus que ce que le règlement nous autorise. Pas parce que nani nana, parce que quand le DRS s'ouvrait chez Red Bull, tout le flux d'air du train arrière était modifié. Au niveau de la beamwing, au niveau des suspensions, au niveau de tout ça. Et c'est comme ça que que la Red Bull avait un DRS si puissant. C'est aussi parce que c'est une voiture qui est très chargée en aéro, donc globalement quand vous ouvrez le DRS, plus votre voiture elle est chargée en aéro, plus le DRS a d'importance, puisque d'un coup, boum, bah, vous gagnez beaucoup. Alors que quand vous êtes par exemple à Monza avec des voitures qui sont très déchargées, le DRS, il n'a pas une influence énorme. Alors qu'à Monaco, pour le coup, oui. Bon, même si à Monaco, la ligne droite, elle est trop courte pour faire la différence, mais le DRS à Monaco, quand vous l'ouvrez, vous sentez que vous lâchez un bon gros paquet, quoi. Alors que Monza, bon, vous ouvrez le DRS, l'aileron, il est épais comme ça, donc ça change pas grand-chose. Euh, donc voilà, cette Ferrari qui évolue, qui propose encore une fois des choses un petit peu. L'année dernière, on avait eu un S-Duct qui était dans la voiture. Alors ça, c'était fou, ça. J'en avais également fait une vidéo. Voilà, on avait un S-Duct. Globalement, l'air rentrait ici. On voit pas très bien hein, parce que c'est tout en noir et tout en carbone, mais il y avait une prise d'air ici sous l'entrée d'air classique du sidepod. Et l'air venait ressortir à ce niveau-là, dans la baignoire, justement à l'endroit où on essaye d'accélérer le flux d'air. Et à l'endroit aussi où vous aviez toutes ces ouïes pour venir refroidir le moteur. Ça, c'est un système qu'on retrouve pas cette année, globalement. Euh, Ou alors je l'ai pas vu, mais j'ai pas l'impression. Ah si, on a une petite sortie ici, ouais, mais est-ce que l'entrée est toujours au même endroit? Ah, je pense que oui, hein. On n'a pas des photos mieux que ça, en vrai, les gars, je suis désolé, hein, désolé Ferrari, mais vos photos, elles sont pas dingues, hein. Alors, des photos un petit peu plus classiques. Ah, déjà, elles sont beaucoup plus qualies sur Twitter. Bah, je pense que ça rentre là, hein, en vrai, à mon avis, hein.
À cet endroit-là, il doit y avoir une découpe. On rentre là et on sort juste ici. Et c'est de ça dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, on va essayer de trouver une photo où on voit un petit peu mieux. Vous avez cette accroche là, oui, donc vous sortez exactement. Le flux d'air en fait sort là. Donc on a le même système. Système qui normalement devrait être interdit, puisqu'on n'a pas le droit de faire de l'aéro. Enfin, on n'a pas le droit de faire de S-Duct à cet endroit-là. Sauf que. Enfin, on n'a pas le droit. C'est compliqué, on va dire. Mais globalement, Ferrari s'est assuré que ça marchait et que c'était pas illégal euh, en, en offrant à ce fameux S-Duct. S-Duct, pourquoi? Parce que la forme du truc, c'est en S, hein, globalement, c'est assez simple. Parce qu'il participe au refroidissement. Du coup, ben, ça passe. C'est un petit peu comme la future vidéo qui arrive là sur la Brabham avec l'énorme ventilateur à l'arrière qu'on avait dans les fin des années 70. Techniquement, c'était illégal, mais vu que ça servait à 50% ou plus du refroidissement, ça passe. Et là, c'est un petit peu pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Bah, du coup, livrée, si on s'attarde un petit peu sur la livrée, parce que depuis tout à l'heure, je suis parti dans mes délires techniques, mais la livrée, ce qui vous a pas plu, c'était donc le rouge sur l'aileron arrière. Moi, ça me choque pas, mais je peux comprendre, en vrai. Je pense qu'on le verra assez peu, hein. Parce que la voiture, tu vois, une voiture qui roule, globalement, bon là c'est Monza, donc c'est particulier parce que l'aileron est super plat, l'aileron arrière. Mais je pense qu'on va assez peu le voir. Et on voit ici le museau qui était super fin, ça c'est 2022. Le museau qui était extrêmement fin par rapport à ce qu'on a là. C'est assez fou. Voilà, ici. C'est aussi un truc à retenir, cette voiture, c'est la première voiture entièrement dessinée, faite sous l'ère Frédéric Vasseur. Voilà. C'est un petit truc à savoir. Alors, Fred Vasseur, même si effectivement il a une formation d'ingénieur, à la base c'est un ingénieur, Fred Vasseur, c'est pas non plus. euh, c'est pas non plus lui qui a conçu la voiture, c'est pas lui le directeur technique, etc. Mais c'est la première voiture qui a été créée entièrement sous son management, avec pas mal de recrues qui sont arrivées l'an dernier, puisque Ferrari a un recrutement qui est très agressif. Lewis Hamilton en est la preuve, mais il y a aussi pas mal de recrutements chez Red Bull, chez Mercedes, ils sont allés débaucher beaucoup de monde, en offrant des gros salaires, hein, globalement, un petit peu comme la technique pour signer Hamilton, c'est-à-dire que c'est on te veut, toi, combien tu veux par mois, en gros. Euh, donc, c'est un truc à retenir sur cette voiture qui est quand même créée avec une nouvelle équipe, une nouvelle synergie, même si je pense que la vraie première voiture où on verra tous les efforts, on verra se matérialiser tous les efforts et tout le recrutement, ce sera celle de 2026. Puisque 2025, là globalement, ce qu'on est en train de faire cette année, c'est hyper important parce que l'année prochaine, c'est les mêmes règlements, c'est les mêmes voitures. Et vu qu'en 2026, on change complètement de règlement et qu'on ne peut travailler sur la voiture de 2026 d'un point de vue aéro, châssis, etc., que à partir du 1er janvier 2025, je vous dis que l'année prochaine, on va beaucoup se focus sur la base qu'on va avoir obtenue cette année en 2024. Donc c'est hyper important que la voiture soit perfo pour qu'on puisse la faire évoluer jusqu'en 2025, jusque fin 2025, avant de passer aux prochaines voitures qui seront complètement différentes. Enfin, complètement différentes. Qui seront nouvelles et qui donc ne pourront pas reprendre tous les concepts qu'on aura développés depuis 2022, comme celle-ci et celle de l'année prochaine. Donc c'est une année assez importante, mine de rien, d'un point de vue technique, puisqu'on est obligé de se faire une bonne base. Sinon, en 2025, on sera garé parce que bah, tout le monde aura évolué et pas nous. Voilà. Et je pense que surtout pendant la saison 2025, on va pas trop faire d'update et se focus sur plutôt 2026, même si globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, une équipe de Formule 1, ça travaille en deux parties. Vous avez une première partie qui fait, euh, qui fait le développement de la voiture de cette année. Donc là, ceux qui ont développé cette voiture-là, la SF24, vont continuer de travailler dessus au moins jusqu'à l'été, à peu près, jusqu'à juillet, à peu près, jusqu'à à la pause estivale, pour apporter des évolutions. Des évolutions qui pourront potentiellement être programmées pour plus tard dans la saison, hein, pour la deuxième moitié de saison, mais qui auront été développées jusqu'à mi-juillet, enfin jusqu'à fin juillet, on va dire. Et vous avez une autre équipe qui, dès maintenant, là, aujourd'hui, est en train de travailler déjà sur la voiture de 2025 en partant d'une base qui est celle-ci, mais déjà en travaillant sur des idées, etc., en regardant aussi le règlement de 2025 quand il y a des petits changements, parce qu'il y a des choses qu'on peut peut-être pas faire cette année, mais qu'on pourra faire l'an prochain.
même si 2025, il y aura peu de changements. Euh, il y a quand même des trucs toujours à voir et à faire évoluer. Donc ça, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et en général, à partir de juillet de l'année, la team, la moitié de team qui était dédiée au développement de la voiture de l'année en cours, bascule entièrement sur 2025 et donc, enfin sur l'année suivante. Et donc toute l'équipe, à partir de ce moment-là, travaille sur l'année suivante. C'est comme ça que ça se passe. C'est un peu comme quand vous achetez votre iPhone et que le prochain est déjà en train d'être développé. Le prochain est même déjà en proto, en train d'être testé et tout. C'est exactement pareil ici. Quand vous voyez une nouvelle Formule 1, sachez que celle d'après est déjà dessinée quelque part. Même si elle est au tout début de sa conception, hein. Elle est déjà en train d'être pensée, imaginée et développée. Euh, donc voilà, niveau livret, qu'est-ce que ça a dit de niveau livret? Bah, on verra depuis l'hélico MDR. Mais oui, c'est pas gênant en soi. Oui, oui, c'est sûr qu'en caméra un peu du dessus, on verra un peu l'aileron. Mais je pense qu'on s'y fera assez vite. Globalement, ça change pas énormément non plus par rapport à l'an dernier, hein. Si on met la SF23, oui, il y a plus de rouge, parce qu'effectivement, l'an dernier, on n'avait pas de rouge au niveau des ailerons, du tout. Là, on a effectivement cette partie-là en rouge, et aussi le plan secondaire à ce niveau-là, qui est rouge. Est-ce qu'on a plus de rouge sur les côtés? Ouais, non, pas forcément, en vrai. En vrai de vrai. Si on se met sur cette vue. On en a même peut-être un peu moins. On est peut-être même un peu plus carbone là au milieu, un peu comme sur la Stone. La Stone, c'est pareil, l'espèce de tunnel qu'on a au milieu, là, le couloir d'air, il est aussi en carbone, alors que tout le reste n'est pas. Mais pour le coup, j'aime beaucoup l'inspiration 499P. Euh, si je vous le mets, voilà, bien malade, le frérot. Voilà, ça c'est l'hypercar de Ferrari. Donc effectivement, on s'inspire pas mal au niveau de la livrée. Ce qui est pas con, parce qu'elle est vraiment belle, cette 499P. Et puis en plus, Ferrari, globalement, hein, surfe sur leur seul succès de 2023, qui est les 24 heures du Mans. Effectivement, on avait déjà eu le droit à une livrée spéciale SF23 Monza. On avait déjà eu le droit à une livrée spéciale qui rappelait l'hypercar, pour le coup, à Monza l'an dernier, pour justement célébrer la victoire Ferrari aux 24 heures, qui était du coup très proche, hein, là pour le coup, avec vraiment la bande, etc., les chiffres en jaune et tout. Là, on sent qu'on a gardé plus son identité F1, mais on l'a un petit peu adapté à la sauce endurance. J'aime beaucoup. C'est aussi rare de voir les jantes un petit peu travailler. Enfin, de plus en plus. Mais c'est quand même assez rare, mine de rien. Et l'an dernier, par exemple, c'était pas du tout le cas, si je ne m'abuse. On avait vraiment une jante basique. Voilà, comme ça. Est-ce qu'au launch, la voiture était différente? Non, hein. Non, c'était vraiment très simple au niveau des jantes. Donc cette année, on a travaillé un truc. À voir ce que ça donne en mouvement, parce que souvent les équipes travaillent des motifs pour que ça donne quelque chose en mouvement. Euh, qui a des jantes comme ça aussi? Il n'y a pas McLaren? McLaren 2023. Oui, les jantes Chrome. Ah oui, les fameuses jantes Google Chrome. Ça, pour le coup, je suis pas fan. Là, c'est le sponsoring qui va un poil trop loin. 2024. Elle ressemble à quoi la voiture de 2024? Parce qu'on l'a déjà vu en plus, hein, la voiture de 2024. Enfin, la livrée de 2024. Celle-ci. C'est celle-là? Oui, ça a l'air d'être celle-là. Phénoménal. Phénoménal quoi, la McLaren? Les jantes Chrome? Ou la livrée Ferrari? Moi, la livrée McLaren, j'avoue, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que par rapport à l'an dernier, ce qui me dérangeait de fou, les jantes rouges. Ah oui, les jantes Ferrari, ok. Moi, ce qui me dérangeait de fou l'année dernière, c'était le bleu. C'était horrible. Enfin, pardon, hein, mais s'il y a des fans de McLaren dans le chat, mais le bleu là avec le orange, c'est à vomir. Enfin, désolé, hein, mais moi je trouve ça trop laid, hein. Et là, c'est vrai que cette année, pour le coup,
c'est full black, comme on avait déjà eu pendant la saison, puisque McLaren avait fait des livrées spéciales, voilà. Là, par exemple, on voit bien qu'il y avait plus de bleu, et ils l'ont conservé, ce truc-là, pour 2024. Donc voilà, le livret McLaren avec les petites jantes. Je crois que Steak aussi, ils ont fait un truc comme ça. Steak qui s'appellera peut-être plus Steak hein, d'ici là. Ouais, ils ont aussi des jantes un peu. Ah! C'est un peu travaillé, hein. En mode. Bah, ça fait un peu un design de jante en tôle, mais. De roue de secours, mais globalement, il n'y a pas une photo. Ouais, on en pense quoi des jantes de Steak? Steak qui pourra potentiellement ne plus s'appeler Steak. La voiture a roulé à Barcelone pour un shakedown. Et comme on en parlait la dernière fois sur le dernier live, Steak qui est visé par une petite amende en Suisse parce que c'est un truc de pari en ligne et globalement en Suisse c'est interdit. J'aime bien aussi. Ouais, ouais, bah c'est travail. En fait, ce qui est cool, c'est de voir juste que les équipes commencent un petit peu à s'approprier ce truc-là. Jante pleine, donc avec un disque. En fait, c'est un disque en carbone qui vient sur la jante. En dessous, vous avez une jante classique. Et vous avez un disque en carbone qui vient par-dessus. C'est comme on avait dans les années 2000, fin des années 2000 avant. Voilà. On avait aussi les jantes pleines. Voilà. On avait aussi une sorte de c'est un couvercle en gros en carbone, hein. On aura plus petites les images la prochaine fois, non? Voilà. Alors, il y avait des équipes qui, euh, qui à l'époque, bon là c'est pas le cas, mais il y avait des équipes qui dessinaient, voilà. C'est-à-dire que la jante était pleine, on avait la jante pleine, mais on avait un dessin de jante dessus pour faire genre quoi. Euh, voilà. Moi je pense que c'est plus sympa ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire d'assumer que la jante elle est pleine et d'y faire un truc un peu différent que de dessiner une fausse jante dessus quoi. Euh, Comme ça, tu vois. On a ça depuis 2022, c'est pour l'aéro. Ça permet de. En fait, 2022, le but c'était on génère le moins possible de perturbations derrière, parce que le moins possible de dirty air, donc d'air sale, qui perturbe la voiture de derrière et qui l'empêche de te suivre et qui donc, par conséquent, empêche la course entre les gens, enfin entre les pilotes, entre les gens. Et c'est pour ça on a décidé d'avoir des voitures qui étaient plus simples au niveau de l'aéro et de générer de l'appui par en dessous, puisque ça génère pas dirty air, le fait de faire ça. Alors que l'an dernier, pardon, jusqu'en 2021, ce qu'on faisait, c'était c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'on avait des gros bargeboards à cet endroit-là, qui étaient ultra travaillés, ça. Après, c'est des pièces, enfin, c'est de l'orfèvrerie, hein, globalement. Voilà. Si vous regardez le bargeboard Red Bull en 2021, les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais effectivement, ce truc-là, pour le coup, ça génère beaucoup, beaucoup d'air sale. Et donc, se suivre, c'était très, très compliqué. Tu vois, quand tu voyais des trucs comme as sur les côtés des F1, quand maintenant, ça ressemble littéralement à ça. Donc, c'est quand même vachement plus propre et vachement moins compliqué et complexe à cet endroit-là. Euh, bon, il est l'heure de passer au vote. Un big logo Ferrari au-dessus du numéro au lieu des sponsors, ça aurait été vraiment standard. Genre là? Genre au-dessus, ouais. Ouais, mais il n'y a jamais eu de big logo Ferrari sur les Ferrari, à cet endroit-là. Parce qu'on a déjà un big logo ici, qui est l'écusson. Et ici, vous avez le petit logo classique que vous avez à l'avant de toutes les Ferrari. euh, Juste ici. Ouais, mais globalement, bah ouais, dommage. Bah ouais, mais faut de la place pour les sponsors, les gars. Il faut un maximum de sponsors, surtout que Ferrari, ils en ont un paquet, quoi. Le sidepod, c'est un panneau publicitaire, le frérot. Après, ça, c'est une vraie question. Est-ce que... Enfin, non, parce qu'on va pas faire de l'aéro juste pour les sponsors. C'est vrai qu'il y a certaines voitures qui se prêtent plus ou moins aux sponsors. Avoir un big bargeboard comme ça, un big sidepod comme ça, c'est aussi permettre à plein de sponsors de se mettre. Et d'être bien visible. Je dis pas qu'on est en train de faire de l'aéro pour les sponsors, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Mais en vrai, si on peut faire d'une pierre deux coups, c'est tant mieux, quoi. Mais ouais, moi, c'est cette pièce-là qui me perturbe un peu,
qui va permettre sûrement de canaliser le flux d'air et de le plaquer le long du capot moteur. Euh, mais que c'est la première fois qu'on voit ça. Alors après, c'est pas parce que vous êtes le seul à le faire que c'est une bonne idée. Voilà. Mais, euh, mais c'est pas mal. Il est temps de passer au vote. Alors non, parce que je sais pas comment on fait un... Comment on fait un paramètre du chat? Parce qu'on peut faire un sondage normalement, mais avant que je sache comment faire un sondage, j'ai déjà du mal à faire marcher mon micro, donc on va juste être comme ça dans le chat. La petite note sur 5 à cette voiture, si on prend en compte tout ce qui s'est fait avant, on a déjà eu pas mal de voitures qui ont été présentées en vrai. On a eu le droit à la Haas déjà. Alors on avait eu le droit à la McLaren, mais la McLaren, pas la vraie, juste la livrée. On a eu le droit à la Haas, la Stake, Williams, Alpine, Racing Bulls, Aston Martin juste hier, et aujourd'hui Ferrari. Il ne nous reste plus que deux équipes qu'on va complètement découvrir, et McLaren en plus, qui effectivement va présenter sa vraie voiture. 6 sur 5, eh bien voilà, Bano qui surkiffe Ferrari. Mais en même temps, Bano, voilà, il n'y a pas d'objectivité non plus, globalement. On te connaît. Il n'y a pas d'objectivité non plus. C'est comme moi. Mais j'avoue, je lui mets 6 aussi. J'avoue, je lui mets 6. Bah, complètement découvert. Bah oui. On l'a pas complètement découverte, la McLaren, on a vu que la livrée. Donc c'est pour ça que je dis, alors qu'on voit la RB au shakedown à Silverstone. Oui, mais elle est floutée. Enfin, elle est floue. Elle est floue, la Red Bull. La Red Bull, elle est... Oui, effectivement. C'est vrai ce qui est en train d'être dit. Suspension voiture. Red Bull. Bah non, parce que si je mets ça, maintenant, ça va être la Racing Bull, là. Red Bull 2024. Euh, Test. J'aurais dû mettre Shakedown, en vrai. Red Bull a raté son launch. Attends, quoi? Red Bull a raté son crash test 2024. Non, mais ça, on s'en fout. Silverstone. C'était à Silverstone, hein? Voilà. Bon, j'avoue, elle est pas si floue. J'avoue, elle est pas si floue que ça. Mais effectivement, Red Bull qui a fait des premiers roulages de sa RB, ça va être la RB combien? RB20? RB20 du coup. Et on peut voir qu'on reste sur une philosophie très simple. L'année dernière, Red Bull avait annoncé, par la voix de Pierre Vacher, je crois, qu'ils allaient complètement changer de concept et qu'ils allaient arriver avec un nouveau truc parce ils avaient le sentiment, enfin en tout cas pour eux, ils avaient atteint la limite de ce qui était possible avec leur concept actuel. Moi, je vous avoue que quand j'ai entendu ça, j'ai eu très peur parce que je me suis dit, si les frérots, ils trouvent que déjà ça, c'est pas assez rapide, euh, bon, j'avais très peur. La SF24, elle va rouler. Ah, elle va rouler aujourd'hui? À Maranello? Enfin, à Fiorano? Mais est-ce qu'on va avoir est-ce qu'on va avoir des vraies vidéos, enfin des vraies images de ce roulage? Je pense pas. Je pense que ça va rouler à huis clos, quoi. Et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage parce que j'aimerais bien l'avoir roulé. Mais en tout cas, effectivement, Red Bull qui présentera sa voiture après-demain, c'est ça? Je sais pas, j'ai vu une vidéo de Leclerc. Ah, Leclerc. Sur le compte de Leclerc? On va aller sur Insta. Charles, Charles, Charles Leclerc, Charles Leclerc. Viens là, toi. Ah, mais oui! Je vois de quoi tu parles. Il a fait une vidéo, il a dit qu'il allait utiliser son casque aujourd'hui. C'est ça le truc dont tu parles? Parce que effectivement, il se peut bien que ça roule, mais je pense que ça va rouler à huis clos, malheureusement. On ne pourra pas voir. Mais ouais, ça risque de rouler aujourd'hui. Mais je pense, de toute façon, Ferrari fait toujours ça avant d'aller rouler à Bahreïn pour les essais hivernaux. Ils font toujours un petit shakedown. Globalement, toutes les équipes le font. Ferrari, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont un circuit à eux. Donc, c'est un vrai avantage. Tu trouves le lien? Eh ben, let's go. Let's go, vas-y, envoie-nous ce lien. Euh, Effectivement, le gros avantage de Ferrari, c'est qu'ils ont totalement un circuit à eux. Donc c'est très pratique, finalement. C'est très pratique d'avoir un circuit à soi. Non, bah non, comme ça c'était bien. Euh,
pour pouvoir faire un shakedown. Shakedown qui est très utile pour vérifier si tout marche bien sur la voiture, si tout se passe bien. Ça vous permet un petit peu de checker tout ça. Ça vous permet aussi, vous avez le droit de faire des filming days. Donc vous avez le droit à 100 kilomètres, je crois. Euh, c'est 100 kilomètres. Ou peut-être un peu plus, mais en tout cas 100 kilomètres minimum, je crois, sur des pneus de démonstration. Donc c'est des pneus qui sont faits par Pirelli pour faire des démos dans la rue, etc. C'est des pneus qui sont très durs, qui sont presque inutilisables pour... Ça met le lien supprimé. Ah, mais je pense que tu peux pas mettre de lien dans le chat, à mon avis. À mon avis, à mon avis. Aspect du chat. Parce que je dois avoir bloqué le truc. Furano, c'est jamais à huis clos, il y a toujours des fuites. Oui, 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 non, mais de toute façon, effectivement, il n'y aura pas d'image officielle, mais effectivement, de toute façon, tous les fans de la Scuderia seront autour, et les journalistes pour avoir des images. Donc, effectivement, oui, on verra forcément un truc. Après, de toute façon, sur n'importe quel circuit, hein, c'est très compliqué de faire des roulages, même sur des circuits où tu vois pas grand-chose de l'extérieur de l'enceinte et où tu surveilles les accès et tout. Regarde Red Bull, on a des images. Peugeot a roulé il y a pas longtemps avec l'hypercar version B au Paul Ricard. Paul Ricard, si vous êtes jamais allé au Paul Ricard, globalement, quand tu es à l'entrée, tu es encore très très loin de la piste, hein. C'est très compliqué de voir des images. Et pourtant, on a quand même eu des fuites. Donc globalement, on peut jamais faire de roulage à huis clos sans qu'il y ait rien qui sorte. Est-ce qu'on peut commencer à analyser la Red Bull? Oui. Oui. Est-ce que de toute façon, les tifosi, les vrais feront toujours des photos? Bah oui, non mais clairement, c'est ça. C'est de toute façon autour, il y aura forcément des gens enfin des fans qui vont nous prendre des petites photos. Même si Ferrari, en vrai, on a déjà bien, je pense qu'on a une voiture qui est quand même très proche de ce qui va rouler à Bahreïn. Euh, voilà, on n'est pas sur une 3D, enfin, on n'est pas sur une voiture qui est très très éloignée de ce qui va se faire. Euh, le circuit passe au cœur du village. Oui, c'est vrai. Bah, de toute façon, le Maranello, globalement, vous avez des maisons qui donnent sur le, sur le circuit. Donc, à partir de ce moment-là, faire des images, enfin, faire rouler une voiture sans que personne ne le voit, c'est un petit peu compliqué. La Red Bull, elle est où la Red Bull? Elle est où la Red Bull? Je l'ai perdue? Elle est là. La Red Bull qui m'a l'air effectivement très similaire globalement à ce qui se faisait l'an dernier. Donc, au final, on n'a pas changé. Ça a été dit aussi. Ça a été dit, ça aussi, ça a été dit par qui? Par Adrian Newey, je crois qu'ils allaient rester sur le concept de 2023 avec des petits changements, donc des petites évolutions, et on ne sait pas si ça va être assez. Bon, ça c'est peut-être un peu de l'intox à la mode Mercedes dans les années 2000, de 2014 à 2020, où ça nous disait tous les hivers, oh on sait pas, la voiture elle sera pas ouf, et au final c'était incroyable. Donc évolution, de ce qu'on voit de la photo, ça m'a l'air vrai. On reste sur un ponton qui est très fin, avec... oui, c'est de l'intox, mais clairement, c'est vraiment... On va être nuls, les gars, vous inquiétez pas. Ne faites pas attention à nous, on sera nuls. Non, non, vous ne serez pas nuls. À la rigueur, il vous manquera juste votre team principal, mais ça, on en reparlera une autre fois. Et on a aussi les saucisses dont on parlait tout à l'heure. Je sais pas comment appeler ça, les gars, je vous jure. C'est le pire nom, saucisse. Mais, euh, mais effectivement, cette excroissance, on pourrait l'appeler, pour être un peu plus poli, au niveau du capot moteur. Et après, c'est un peu compliqué de... Envoie-le sur Stop and Go directement. Envoie-le sur Stop and Go directement. Stop and Go tiré du bas, Théo. Attends, je vais le trouver ce compte. Sur celui-ci, tu l'envoies. Tu l'envoies là, et, euh, et je le récup. Et je le récup. Oh non, mais il est sur mon téléphone. C'est pas grave. Je le récup, t'inquiète. On va se débrouiller. Je vais le récup. Ça va être compliqué, mais on va le faire. Euh, ok. Donc la Red Bull, ouais, la Red Bull, c'est un peu compliqué là de. Il faudrait avoir la vue du dessous et de derrière pour comparer les évolutions sur la Red Bull. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, sauf que là, attends, ouais, on a peut-être d'autres images, hein, mais.
On a celle-ci, pas ouf, hein. C'est un peu flou, quoi. C'est un peu flou. Euh, Mais je pense en vrai qu'elle va pas trop évoluer, hein. Je pense qu'ils ont pas menti, hein. Mais après, il faut se dire un truc, les gars, hein. L'année dernière, Red Bull, ils développent pas la voiture de juillet à la fin de la saison, hein. C'est-à-dire que de la pause estivale jusqu'à la fin de saison, ils ont pas développé la caisse. Et certes, à la fin de l'année, Ferrari était un peu revenu et tout, il y avait un peu McLaren de temps en temps et tout. Mais on n'était quand même pas. Enfin, je veux dire, Red Bull, globalement, n'était pas inquiété. Sans développer pendant une demi-saison complète. Il n'y a eu aucune évolution de l'été jusqu'à la fin de la saison. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que Red Bull, ils ont une marge, frérot, ils peuvent prendre des vacances, hein. Ils peuvent vraiment prendre des vacances, hein. Ça, il n'y a pas de problème, hein. Les ingés Red Bull. Je vais aller checker la vidéo. Ah oui. Ah, parce qu'en fait, je me sers de mon iPhone comme caméra. Du coup, vu que mon Insta est sur ma cam, enfin sur mon iPhone, c'est un petit peu compliqué. Mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. On va le retrouver sans problème. Alors, hop, demande. Ok. Et là, normalement, si je reviens ici, c'est les lives les plus galériens qui existent, hein. C'est quand même assez incroyable. YouTube. Je crois que la La première bonne pub, merci à était vous. une grande astronaute qui un Ils jour étaient s'est largement réveillée au-dessus, leur DRS et l'aéro étaient tellement au-dessus des autres, suffit de voir les vitesses de pointe en fin de ligne droite. Ah oui, mais clairement, on en a parlé tout à l'heure un petit peu d'ailleurs du DRS. J'en avais fait une vidéo l'an dernier aussi, du DRS de la Red Bull, très très performant. Et, euh, et c'était leur gros avantage aussi, les suspensions. Le travail sur les suspensions, c'était Pierre Vacher l'avait dit, c'est notre plus gros point fort. C'est le plus gros point fort de la RB19. C'est c'est les suspensions. Enfin, ce sont les suspensions. Donc on est à Fiorano. Ça va être journée. Ah oui, voilà, voilà. Quand on vous dit qu'il y a des fans, on ne ment pas, j'ai envie de dire. Ah, c'est la même vidéo deux fois. Ok. Bah voilà, la Ferrari du coup, qui est juste ici. Charles, qui est tout habillé. Je pense que ça va aller rouler, hein. Ça va aller rouler. Get ready before getting- Oui, 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 ça va aller rouler, c'est sûr. Mais de mon avis perso, je les vois tout détruire. Ferrari vont attendre les nouvelles réglementations moteur pour faire la vraie différence. À voir si Mercedes ou Aston nous offrent, avec McLaren et Ferrari, une lutte pour le podium. Et bien sûr, en tant que Français, on attend de voir les perfs d'Alpine. Mais du coup, je pense qu'elle va rouler. Oui, oui, ça c'est clair, elle va rouler. Bah, je pense qu'elle a roulé vraiment 10 secondes après la fin de cette vidéo, hein. Ah, ça c'est sûr et certain, elle va rouler. Et vu qu'il y a des cams et tout, ça va faire des petites vidéos pour YouTube et tout, là, vu... Attendez, c'est juste ici. On voit qu'il y a la caméra et tout. Ça va faire une petite vidéo reveal qui sort direct et tout. Mais c'est vrai que l'année dernière, on avait eu le droit à ça en live. Là, c'est pas le cas. Mais sûrement que dans la journée, on va avoir des images, soit des images espions, on va dire des fans sur le bord de piste, soit, soit sur le compte Insta des pilotes. Est-ce que Charles, il a posté d'autres trucs? Non, Charles, il a toujours qu'une story, hein. Carlos, peut-être? Carlos Sainz. Qu'est-ce qu'il a mis, Carlos? Carlos, il a posté aujourd'hui, hein. Le nouveau casque, hein, un nouveau casque et une nouvelle combinaison aussi. Ouais, bah lui, il a posté. Ah! Ah, c'est Carlos qui a pris la route en premier, du coup? Là, voilà, la fameuse vidéo que tout le monde attendait et que j'ai mis 2 ans et demi à trouver. On reviendra sur ton commentaire, hein, d'ailleurs, hein. Euh, le... Effectivement, je suis d'accord. Je suis d'accord, je pense que Red Bull, ils vont tout casser. Enfin, je vois pas quelqu'un les rattraper là tout de suite. Euh, voilà. Je pense que ça va être très compliqué de rattraper. Et effectivement, petite bataille pour le podium qui risque d'être très serrée, hein, parce que l'an dernier, mine de rien, derrière, c'était ultra serré. La place sur le podium, elle n'était jamais assurée pour aucune des équipes, quoi. C'était vraiment très très chaud entre McLaren, Aston, Mercedes, Ferrari. Ils ont tous, chacun eu en plus leur petit moment de performance entre guillemets pendant la saison.
Ça, c'est intéressant à voir. Et là, voilà, qui décolle, le petit trop-plein d'huile qui part. Et c'est donc Carlos Sainz qui a pris le volant en premier. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres trucs de la Scuderia? Non, il n'y a pas d'autres trucs. Non, ça c'est la même vidéo que tout à l'heure. Donc ça va rouler direct. Et puis on va avoir sûrement dans la journée, je pense, des belles images de la Ferrari. C'est dommage, c'est pas en live. Ouais. Bah, l'année dernière, ils avaient fait exactement ça, mais en live. Et globalement, cette année, comme je disais en tout début de stream, ils ont pas voulu faire ils ont pas voulu faire un truc trop grandiose, entre guillemets. L'année dernière, c'est vrai qu'ils avaient mis les petits plats dans les grands, il y avait des fans qui avaient été invités et tout, c'était tout ça en live, gros truc. Pour au final abandonner au premier Grand Prix et prendre une pénalité sur la grille dès le deuxième. Du coup, ils se sont dit cette année, en vrai, on va rester chill, on va pas faire trop de bêtises. À voir à voir s'ils ont posté un truc sur YouTube peut-être depuis. Mais je pense pas en vrai. Non, non, il n'y a que ça. Ok, tant pis. Du coup, il y aura la Red Bull après-demain. Demain, journée très chargée, puisqu'on a et McLaren et Mercedes. Donc ça sera intéressant à suivre aussi. F1, je regarde pour être sûr, mais je crois bien que c'est ça. Saint-Valentin de qualité pour les célibataires que nous sommes, que je suis. C'est vraiment les clowns de la F1. Non, mais en vrai, l'approche de Fred Vasseur est plutôt intelligente. De dire, ok, cette année, on fait pas de vagues. Je veux juste être tranquille. Enfin, on fait notre présentation dans notre coin, on roule et tout. Plutôt que de faire un truc où tout le monde. Parce que l'année dernière, tout le monde avait les yeux braqués sur Ferrari parce qu'ils avaient fait le plus gros reveal, entre guillemets, avec la voiture qui roule et tout. Plus toutes les rumeurs qui accompagnaient l'hiver Ferrari en disant qu'ils avaient progressé de fou, qu'ils étaient trop rapides, qu'ils avaient une voiture de zinzin, qui allait concurrencer Red Bull et tout, pour au final que ce soit pas dingue, même si la fin de saison était plutôt bonne. En début de saison, c'est vrai que niveau perfo et fiabilité, c'était pas incroyable. MDR, et oui, je suis un grand tifo de Ferrari, Raikkonen et son titre me semble très très loin. Ah ben frérot, c'est pas qu'ils sont très 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 loin, c'est qu'ils sont. On se connaît en tant que fan de Ferrari, les gars. On se connaît. C'est infiniment loin. C'est infiniment loin. Ils veulent pas survendre un faux projet 2025, arrivée d'Hamilton, nouveau moteur. Ils vont sagement attendre l'année pro pour essayer de jouer le titre. Oui. 2025, est-ce que ça va vraiment jouer le titre, les gars? C'est une vraie question. La livrée la plus belle pour l'instant, c'est Alpha Tauri. Tu veux dire Visa Cash App Racing Bulls? C'est terrible ce nom. Oui. Je suis. Ouais, mais moi après, je suis pas. Je suis pas. Je suis pas objectif. Du coup, je vais forcément dire que c'est la Ferrari. Mais effectivement, moi, je préfère cette année à l'AlphaTauri de l'an dernier. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est le blanc là, c'est la bande blanche ici. Autant sur l'aileron et sur la bande sur le côté, ça passe. Autant cette espèce de bande là au milieu. Pour Hugo Boss, là, je suis pas fan. Mais après, c'est à peu près la livrée de Toro Rosso, hein, de 2017-2018, à peu près. Sans claquer d'argent en attendant, j'attends pas grand-chose de cette année personnellement. De Ferrari, ouais. Hmm. Oui, Ferrari cette année, ça va. Oui, Ferrari peuvent gagner le titre de champion du monde par LH. Ouais, mais 2025, les gars, j'y crois pas trop, hein. Parce que 2025, comme j'ai dit, il n'y a pas de changement quasiment. Il y a que de l'évolution de cette année. Donc j'avoue que j'ai du mal à me dire que ça va jouer le titre en 2025. À partir de 2026, globalement, on peut même pas prédire parce que ce sera complètement ouvert, quoi. 2026, tout change. Donc nouveau moteur, nouvelle réglementation même technique d'un point de vue châssis et tout, aéro. Donc ce sera vraiment pour le coup complètement nouveau à ce niveau-là et on n'aura pas, enfin, on n'aura pas vraiment de possibilité de prédire quoi que ce soit. 2026, c'est un autre monde. Ouais, c'est ça. 2026, ça va être complètement autre chose. 2025, 2025, ouais, Audi, ouais. Audi, moi, les gars, je le sens pas. Je vous le dis. Audi, j'ai l'impression que le projet, il est un peu.
Genre, un coup, on nous annonce qu'on met qu'il y a beaucoup d'investissements. Un coup, il n'y a pas trop. Au début, on ne savait pas trop entre Audi et Porsche. On a décidé un peu de séparer le programme entre Audi et Porsche, avec du coup Porsche qui a récupéré l'endurance, Audi qui s'occupe que de la F1. Parce qu'au début, Audi devait venir en endurance avec Porsche, euh, donc sur un programme, je pense, LMDH, et aussi en F1. Mauvaise idée, hein. Ça fait beaucoup d'argent à mettre. euh, et ça va arriver du coup qu'en Formule 1. Et c'est Porsche, pour le coup, qui n'a pas réussi à conclure avec Red Bull en tant que motoriste, qui s'occupe exclusivement de l'endurance. Ils peuvent pas se louper en ce moment, ça parle beaucoup, car les deux veulent l'endurance à la base. Car les deux veulent l'endurance de base. Bah, effectivement, Audi et Porsche se détestent. Ça, déjà, c'est un truc qu'il faut savoir. Donc, moi, je pense que c'est une bonne idée de les avoir séparés, d'avoir mis un bout chez Porsche, enfin un bout en endurance, l'autre bout en Formule 1. C'est un nouveau projet pour Audi, hein. La Formule 1, ils n'ont jamais fait. Enfin, là, ça va être complètement nouveau. Euh, il fait le même move qu'avec McLaren 2012, un an avant la réglementation, il change d'écurie, donc je le sens très bien pour le huitième titre. Ouais. Après, est-ce que Ferrari lui ont vendu, enfin, est-ce que Fred Vasseur lui a vendu un truc en mode 2026, on écrase tout? Je sais pas. Peut-être, hein. Peut-être. Mais je sais pas. Après, contrairement à, euh, à Mercedes, même si Nico Rosberg n'était pas un mauvais pilote, mais je pense que Leclerc, c'est pas la même trempe, à mon avis. À mon avis, je pense il faut pas se dire que Hamilton sera forcément numéro un chez Ferrari. Et si la voiture est capable d'être championne du monde, faut pas forcément partir du principe que ce sera Hamilton champion et Hamilton devant, en tout cas. Il y aura peut-être une grosse bataille, et j'en doute pas, je pense pas que Leclerc va écraser Hamilton, mais je pense qu'il va y avoir une vraie bataille, à mon avis. Oui, pour le huitième titre au volant d'une Ferrari pour dépasser Schumi, après, non pas vendu, Hamilton veut juste conduire les meilleures marques de l'histoire automobile. Ouais, bah, ouais, je pense que c'est plutôt ça. De toute façon, on l'avait dit dans un live, enfin il y a deux lives, c'est Hamilton, il prend aucun risque. Parce que Mercedes, moi je les vois pas revenir sur le fond, enfin sur le top niveau récemment, enfin dans pas longtemps. Euh, donc il n'y a pas vraiment, enfin pour moi il n'y a pas vraiment de chance que Mercedes soit en capacité d'être champion du monde dans les années à venir. Parce que ils ont eu leur grande période de domination. Maintenant, elle est terminée. On sent qu'en plus, c'est en train de bouger pas mal chez Mercedes. Déjà, le Hamilton part. Hamilton va écraser Leclerc. Regarde comment il écrase Russell. Ouais, mais Leclerc, c'est pas Russell. Leclerc, c'est pas Russell, frérot, hein. Enfin, c'est mon avis, mais il a toujours dit qu'il aimerait conduire en la Féfé. Et comme toi, je vois pas une grosse année. Mercedes, je vous le dis. Ouais. euh, Non, non, pour moi, Mercedes, je les vois pas jouer le titre. Donc, c'est une bonne solution de partir de toute façon. Pour en plus rouler de toute façon pour Ferrari. Hamilton, il a plus rien à prouver. 7 titres, machin. Le frérot, quand il part, on parlera plus, de enfin, de ses problèmes, entre guillemets, s'il en a chez Ferrari, quelques années après. Donc, il a pas de. Il a rien à perdre, même si chez Ferrari, il reste 3 ans, il gagne pas. Il gagnera forcément une ou deux courses, tu vois, au pire. Et ce sera inscrit dans son palmarès, mine de rien, il aura roulé pour Ferrari. Aujourd'hui, on regarde pas un Fernando Alonso ou un Sébastien Vettel en leur disant vous êtes des mauvais pilotes parce que vous n'avez pas gagné avec Ferrari. Parce qu'on sait en plus, et c'est ça en plus qui va, je pense, l'avantager entre guillemets dans ce truc-là, c'est qu'en plus de ça, on sait à quel point c'est dur de gagner avec Ferrari. Ferrari, c'est pas une équipe comme les autres. On le voit que Fernando, il fait grave rêver. Fernando, bon après, Fernando, il prouve aussi encore aujourd'hui qu'il est un top pilote. Après, il est bien arrangé par le fait qu'en face, il n'y ait pas grand monde. Ça, c'est sûr. Petite pause de fruits, c'est important. Donne une vraie voiture et il va te chercher des courses. Alonso? Ah oui, bah Alonso, tu lui mets une bonne voiture, il est champion du monde, hein. Enfin, franchement, hein. Alonso,
capacité de gestion d'équipe, enfin en tout cas de gestion de ses équipes très mauvaise, ce qui explique souvent que ses fins de relation avec les équipes sont pas très bonnes. Mais d'un point de vue pilote pur, c'est un big boss, hein. Enfin, c'est un des meilleurs pilotes en talent pur qu'on ait vu ces 20 dernières années, c'est sûr, et dans l'histoire de la F1 potentiellement, honnêtement, enfin dans le dos. Mais ouais, pour revenir sur Hamilton écrase Leclerc, honnêtement, non, hein. Parce que Russell, c'est pas Leclerc, hein. Russell, c'est un pilote qui est très bon, ça y a pas de problème. Mais si vous regardez les carrières, si vous regardez Leclerc à l'époque où il est en F2, Leclerc il est en F2 en 2017, je crois. Je crois que c'est en 2017. C'était un Stremon, le frérot. Je crois qu'il a le record de pole et de victoire sur une saison en F2. Sachant qu'il y était à l'époque où il y avait déjà Russell et Albon. Euh, et d'autres. Je sais pas s'il y avait déjà Norris en 2017. Parce que du coup, Russell est champion de F2 en 2018. Voilà. Je viens de me capter que ma caméra a freeze. C'est pas cool ça. Ouais, Fernando est un des meilleurs pilotes, entièrement d'accord. Ah oui, non, c'est sûr. En talent pur en piste. Puis même, le frérot, c'est un monstre en gestion de course, en intelligence de course et tout. C'est incroyable. Il est trop fort. Il est trop fort. Ça remarche. Let's go. Let's go. Oui. Oui, pourquoi? Oui, pourquoi, Foxy? Euh, non, Leclerc Hamilton, je pense qu'il y aura vraiment match. Déjà, faut le temps de s'intégrer dans l'équipe. Ça, mine de rien, ça prend du temps. Hamilton, chez Mercedes, il arrive en 2013. Il gagne sa première course en Hongrie en 2013. C'est la mi-saison, hein. C'est la mi-saison. Donc, et avant ça, Rosberg gagne deux fois. Il gagne à Shanghai et non, si. Il gagne à Shanghai et à Monaco. Monaco, de sûr, il gagne. Et je crois qu'il gagne aussi à Shanghai, Rosberg. Non, en 2013, Shanghai, c'est Alonso qui gagne. Pardon. Il gagne où, Rosberg aussi? Il gagne deux courses en 2013, Rosberg. Ou je dis de la merde. Là, ça avait freeze. Ouais, ouais, on était freeze. Effectivement, mais on est de retour. F1. F1, 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 le site officiel. Ça va challenger Leclerc et va falloir trouver la synergie, mais des champions comme ça, c'est parfait pour se tirer la bourre et tirer le meilleur de la voiture. Oui, c'est sûr qu'ils vont tirer l'équipe vers le haut. Faut pas non plus que ça se transforme en Hamilton Rosberg, tu vois. Mais effectivement, je pense que sinon, ça peut être alors, Rosberg qui gagne donc. Ah non, il avait gagné en Grande-Bretagne. Ok. Bah celui-là, je l'avais pas. Mais en tout cas, il avait gagné à Monaco. Donc, Rosberg gagne deux fois en 2013. Avant que Hamilton finisse par gagner seulement, entre grosses guillemets, à la mi-saison. Hamilton gagne en Malaisie? Non? Attends, non? Malaisie, Vettel. Gagne en Malaisie. Non, non, c'est Vettel. C'est peut-être Hamilton-Rosberg. Après, si c'est pour le titre, ça marche. Pour moi, je signe. Oui, non, c'est sûr qu'ils ont fini par avoir le titre, mais faut pas oublier que Mercedes 2014, 2015 et tout, ils gagnent, enfin ils peuvent se permettre ça parce qu'ils ont une telle avance que forcément on peut se permettre de se cracher de temps en temps, etc. On peut se permettre. C'est pas enfin, je souhaite à Ferrari que ce soit le cas, mais on ne sait pas si ce sera le cas chez Ferrari de pouvoir se permettre à ce point-là de se tirer la bourre et potentiellement de se sortir. Ce sera peut-être pas le cas. Voilà. Mais effectivement, oui. Après, Mercedes avait tellement d'avance que Hamilton, Rosberg, ils pouvaient se permettre de se foutre dans le bac à gravier à Barcelone, par exemple, en 2016, sans trop de soucis. Certes, ils perdaient ce jour-là une grosse quarantaine de points, mais c'était pas très grave. Donc voilà, il faut toujours, vous pouvez être le meilleur pilote du monde, il vous faut un petit temps d'adaptation dans une équipe, en particulier quand vous arrivez face à un pilote qui est quand même bon. Leclerc, pardon, à ce moment-là, il aura encore plus d'expérience. Euh, et par contre, la F1 en 2021, on favorise Max Verstappen pour le titre. Oula, oula, moi je m'attendais pas à de tels
un live si controversé dès le début comme ça. Euh, Est-ce qu'on va se lancer dans ce débat? Un débat qui date déjà d'il y a 2 ans. 2, 3 ans même. Vasseur va mieux gérer qu'un Binotto. Il faut un Français calme et non un Italien au sang chaud pour gérer ça. Bah, c'est surtout que Binotto, plus qu'un Italien au sang chaud, c'était juste un mec qui est pas fait pour gérer des hommes en fait. Binotto, c'est un excellent ingénieur, honnêtement. C'est un ingénieur moteur à la base, qui est là depuis les années 2000 chez Ferrari, qui était responsable du moteur à l'époque Schumacher. Il existe d'ailleurs des vidéos de Schumacher qui présentent Binotto qui sont extrêmement drôles, je trouve. Euh, et c'était un excellent ingénieur. Et Binotto, c'est le mec qui est responsable quand même du moteur de 2019, qui certes était un poil illégal, mais qui était quand même une sacrée fusée, et qui était quand même tellement bien fait, enfin la tricherie était tellement bien faite, que personne n'a remarqué, enfin que personne n'a pu le prouver. La FIA n'a pas pu le prouver, c'est pour ça qu'il y a eu ce fameux accord secret entre Ferrari et la FIA, parce que globalement, on savait qu'il y avait un truc un peu shady là-dedans, mais impossible de le prouver. Donc le frérot est très fort. Un incompétent en management, c'est sûr. Ça par contre, oui. Ça par contre, en fait, le truc c'est que Binotto, il était très bon dans son rôle, parce qu'il est devenu mes petites sacrées fusées, oui, mes petites tricheries à me dire, oui, non mais, oui, oui, entre nous, oui. Mais il fallait avoir l'idée, quand même. Ça prouve qu'il est pas mauvais. Euh, oui, c'est sûr, Binotto, en fait, le problème c'est qu'il était à ce moment-là directeur technique, il était monté directeur technique. Il y avait Arriva Bene en team principal, et Binotto a eu, je sais pas s'il a eu les yeux plus gros que le ventre, mais en tout cas, il a eu un petit peu l'ego de se dire, moi les gars, je continue à bosser sur la voiture, mais je me barre si jamais vous me passez pas en team principal. Du coup, on a viré Arriva Bene, on a gardé Binotto, qui était team principal. Officiellement, c'était pas lui le directeur technique, mais c'était tout comme, parce que il participait énormément à la partie technique et au développement de la voiture. Donc, un humain normalement constitué, qui n'est pas un robot ou un alien, ne peut pas être à la fois team principal et à la fois directeur technique. Il peut pas gérer et les hommes et les femmes de son équipe et toute la partie technique, développer la voiture, etc. Il a eu l'ego de l'italien un peu chaud, mais c'est bien expliqué. Oui, bah c'est ça. En fait, il a eu l'ego de se dire je veux faire les deux. Et c'est pas possible. Tu peux pas faire les deux. C'est impossible. Tu peux pas gérer une équipe en gérant tous les hommes et les femmes qui composent ton équipe. C'est un job à part entière déjà. Meneur d'équipe, etc. Faut mettre les bonnes personnes aux bons endroits, etc. Et en plus de ça, faire toute la technique. Et on sait à quel point développer une Formule 1, c'est pas un truc anodin. Enfin, tu fais pas du GT là. T'es pas en train de rajouter 1 degré d'aileron parce que cette semaine on va rouler à Macao et du coup il faut mettre un peu plus d'aileron. C'est pas une GT, c'est une Formule 1 quoi. Genre, tous les ans c'est une voiture qui est complètement nouvelle, c'est énormément de techniques, de choses dans tous les sens. Il y a l'aéro, il y a le moteur, il y a le châssis. Enfin, c'est énorme comme boulot et tu peux pas faire les deux. C'est aussi simple que ça. Et il a voulu faire les deux et il a pas réussi. Il n'a pas réussi. Parce que il faisait un peu de la technique. Et en vrai de vrai, la voiture de 2022, elle est très bonne. Euh, faut quand même dire ce qui est. La voiture de 2023, elle n'est pas horrible non plus. Et elle a été développée en grande partie sous l'ère de Binotto. Puis l'équipe, c'est Ferrari, c'est tellement un monde à part dans le monde de la F1. Oui, en plus de ça, vous avez toute la pression inhérente au fait que ce soit Ferrari. Vous avez la pression des fans, vous avez la pression de la F1 elle-même. Parce que c'est juste Ferrari en F1, ils doivent gagner, ils gagnent pas, et on s'impatiente de plus en plus. Et en fait, là, c'est un cercle un peu vicieux. Ça fait des années et des années, et, c'est de pire en pire. En fait, chaque année qui passe, c'est pire. Donc, globalement, c'est très très difficile de mener Ferrari parmi toutes les équipes. Et en plus de ça, vous avez la presse, vous avez les fans, enfin, la presse italienne, c'est hardcore, hein. C'est très très hardcore. Et Jean Todt, à l'époque, fermait beaucoup l'équipe à la presse. Et c'est ce qu'il faut faire, parce que si vous êtes trop hermétique à ça, enfin pas assez, pardon, hermétique à ça, c'est l'enfer. C'est l'OM de la Ligue 1. C'est toujours le feu, même quand ça se passe bien. Et là, oui, c'est vraiment de pire en pire. Oui, Ferrari, ils auraient pu gagner des titres, mais en soi, c'est des erreurs de pilote, soit des pit stops ratés. Ouais, après,
on perd pas un titre que sur des pit stops, tu vois, ou sur des erreurs de pilote. Alors oui, c'est sûr qu'il y a des erreurs qui font basculer des championnats. Tu vois, Vettel en Allemagne, j'en fais encore des cauchemars personnellement. À chaque fois que je vois une vidéo sur Insta, je swipe. Mais c'est forcément des moments qui font tourner, qui font basculer un championnat. Il y a des moments comme ça. C'est par exemple le combat Hamilton-Rosberg en 2014 à Spa. C'est un moment où le championnat bascule. Parce que à ce moment-là, Rosberg il perd beaucoup de soutien dans l'équipe, des fans, etc. C'est des moments comme ça qui sont charnières dans une saison. Vettel, Paul Ricard. Paul Ricard, Vettel, qu'est-ce qu'il nous a fait Vettel au Paul Ricard? Euh, oui, en 2018, je crois qu'il avait fait un départ pas ouf, où il avait sorti quelqu'un. Bon, après, la plus grosse erreur au Paul Ricard d'un pilote Ferrari, c'est pas Vettel, hein. Si je peux me permettre, c'est un certain monégasque. Beaucoup d'erreurs, mais ça voulait dire qu'il manquait quelque chose à l'image de Vettel en Allemagne. Ouais, mais c'est clair. De toute façon, enfin pour moi, hein, vous enlevez toutes les erreurs de Ferrari en 2000. Ouais, Charles Leclerc. Vous enlevez toutes les erreurs de Ferrari en 2022, y compris les erreurs de Charles, vous gagnez pas le titre quand même, hein. La fin de saison, Red Bull, ils sont trop forts. Objectivement, je pense que ça aurait été très serré du coup, c'est sûr. Mais Ferrari avait pas encore ce niveau-là pour aller chercher Red Bull. Parce qu'ils ont moins bien développé que Red Bull dans la saison. Et, euh, et même sans faire de grosses erreurs, Red Bull, là où ils sont trop forts, c'est dans l'exécution. Les stratégies, elles sont parfaites, les arrêts, ils sont maîtrisés, les pilotes, enfin, tu vois, tout marche si bien chez Red Bull que vous mettez une équipe normale à côté, sans que ce soit une équipe qui fasse beaucoup d'erreurs ou quoi, elle paraît nulle. Elle paraît nulle parce que Red Bull, ils sont juste trop forts. Ouais, ta voiture sera toujours moins rapide que la Red Bull. Bah, c'est ça, en 2022, la Red Bull elle est meilleure. Peut-être sur les premières courses, Ferrari est un peu mieux. Mais après, ça a très vite basculé quand même. Donc, même si t'enlèves la fiabilité, t'enlèves les erreurs de pilote, t'enlèves les erreurs d'équipe, tu gagnes pas un titre là-dessus. Enfin, tu perds pas un titre là-dessus, globalement. Après, il y a des saisons où bah, ça se passe comme ça se passe, tu vois. Tu prends Alonso en 2010, bah, c'est sûr qu'il peut le gagner le titre. Frérot, dernière course, ils sont quatre à pouvoir gagner le titre. Je crois qu'il y a même 4 ou 5 même. Je crois qu'il y a les deux pilotes McLaren qui peuvent. Il y a Alonso, Vettel et Weber. Je crois qu'ils sont 5 à pouvoir gagner le titre. Euh, Massa 2008. Massa 2008, encore une fois, on perd pas la course, enfin, on perd pas le championnat chez Ferrari au Brésil parce qu'il y a eu une erreur, enfin parce qu'il y a eu la pluie, etc. Et nani, nana. De toute façon, Massa en 2008 au Brésil, il fait tout ce qu'il peut, hein, il gagne, hein, il peut pas faire mieux globalement. Euh, et c'est pareil. Bon, on a bien entendu tous vu l'affaire Massa qui est passée récemment. J'en ai fait des vidéos d'ailleurs sur Insta et TikTok. C'est saison la plus belle de tous les temps. Moi, 2008, je t'avoue, en 2008, j'ai 7 ans. J'ai chialé toute la soirée. Grand Prix du Brésil, c'est le soir, du coup, pour nous, Européens. J'ai chialé toute la soirée. J'étais en PLS. J'étais au bout de ma vie. Vraiment. Au bout de 5 courses, tu sais qu'ils vont tout éclater. Je suis pas sûr que cette année, quelqu'un finisse à moins d'une seconde 2 pendant la saison. Ouais, on verra, hein. On verra. Après, est-ce que le départ potentiel, même si maintenant ça semble de plus en plus acté, de Christian Horner aura un impact? Je sais pas. Faudra voir si c'est un impact sur Red Bull et sur leur performance. Sur leur voiture, non, ça c'est sûr. Mais peut-être sur l'ambiance dans l'équipe. Est-ce que ça peut commencer à faire des erreurs au niveau stratégie, niveau aérostand? Je sais pas. Euh, mais oui, pour revenir sur la saison, 2010, Ferrari peuvent gagner, clairement. Mais est-ce que c'est vraiment une erreur de s'arrêter plus tôt et d'être ensuite bloqué derrière Kubica, je crois? Non, Petrov. Vitaly Petrov dans la Renault. C'est une erreur que Red Bull fait aussi avec Weber, hein, mine de rien. Il n'y a que Vettel qui s'en sort parce que lui, justement, il s'est pas arrêté à ce moment-là. Donc, c'est pas. Je suis allé comme un porc aussi, même à 15 ans. Ah non, mais ouais, non, mais frérot. Si on est des vrais fans de Ferrari, on pleure à ce moment-là, clairement. Moi, la F1, c'est Shumi Hakkinen qui m'a formé. Ah, mais j'étais un peu jeune, hein, j'étais un peu jeune. Malheureusement, j'ai pas trop vu Ferrari gagner. C'est ça qui est terrible, hein. J'ai des petits souvenirs comme ça, mais pas énormes, quoi. Mais ouais, c'est sûr que une saison, tu la perds pas sur une course.
C'est comme Massa qui dit voilà, Singapour, les gars, faut annuler la course, et comme ça, je suis champion du monde. Frérot, la course, déjà, en elle-même, tu la perds pas parce que Renault triche, tu la perds parce que on a oublié de t'enlever le tuyau d'essence, hein. Euh, et ensuite, tu perds pas un championnat sur une course. C'est une succession de trucs et d'événements positifs et négatifs qui font que tu gagnes un championnat ou que tu le perds. Euh, comme euh, Hamilton n'a pas perdu 2016 le championnat en 2016 sur sa rupture moteur en Malaisie. C'est pas parce que le moteur d'Hamilton explose en Malaisie qu'il perd le championnat. Alors oui, tu dis, ah bah là il était en tête, du coup il aurait eu 25 points, sauf il a pas eu les 25 points, donc à cause de ça il a perdu. Regarde, s'il avait fini la course en premier et tout, il aurait gagné. Oui, d'un point de vue purement mathématique. Mais il y a un moment donné où Hamilton en 2016 il aurait pu aussi mieux performer en début de saison, quand il était complètement garé et que Rosberg enchaînait les victoires. Tu vois? Donc il y a toujours. Tu perds pas un championnat sur une course. Moi j'ai connu les barons rouges et la suite, malheureusement. Surtout la suite. Surtout la suite. Exactement, un championnat c'est tellement long, tu peux pas t'arrêter sur trois faits contre toi. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux pas. Un championnat, c'est trop long pour dire que tu l'as perdu à telle ou telle course. Même si je suis d'accord qu'il y a des courses qu'on appelle, qu'on appelle, qui sont des courses un petit peu bascules, on va dire, qui effectivement font que ça a changé quelque chose dans la dynamique de la saison. Que ce soit pour le pilote, pour l'équipe, d'un point de vue de la confiance qu'on apporte au pilote aussi. Euh, Quand je dis que 2018, l'Allemagne, c'est un tournant de la saison pour Vettel, oui, parce que derrière, il a perdu la confiance de l'équipe. Et c'est même un tournant pour la suite de sa carrière chez Ferrari. Parce que je pense que ce jour-là, il a perdu Ferrari. C'est-à-dire que Ferrari, à partir de ce moment-là, lui a plus fait confiance. Et on l'a vu en 2019, il a commencé la saison en tant que pilote numéro un, affiché par Binotto, ce qui a très vite été basculé bah, aussi par la performance de Charles. Et, et c'est comme ça que fin 2019, on le vire. Bah, à partir de la France, on savait que Leclerc avait perdu le championnat. Oui, oui. Bah, tu vois, pour le coup, le Paul Ricard, c'est peut-être aussi un tournant pour Charles, mais je pense que c'est pas un tournant dans le championnat d'un point de vue comptable, en mode si c'était pas sorti là, peut-être que l'histoire aurait été différente en fin d'année. Je pense pas. Je pense pas. Je pense que ça a plus fait un gros trou à sa confiance à lui, etc. Même si Leclerc, un peu comme son frère, les deux frères Leclerc, ils ont un peu cette philosophie-là d'attaquer vraiment très fort, quitte à sortir. En fait, ils roulent tout le temps à 100%. Ils sont jamais à 99,9, tu vois. Ils sont tout le temps à 100%. Et c'est ça qui c'est ça qui fait de Charles un si bon pilote de qualif. Aujourd'hui, Charles Leclerc sur un tour, c'est le meilleur pilote de la grille. Enfin, objectivement, honnêtement, sans être fan de Ferrari ou de Charles ou quoi, honnêtement, je pense qu'il est même meilleur qu'un Verstappen. Sur un tour, sur un tour, je parle pas en course, je parle pas machin. Sur un tour, vous lui mettez la bonne voiture, c'est le meilleur pilote sur la grille. Sur un tour. Et je pense que, et je pense que Hamilton va avoir du mal en qualif face à lui, honnêtement. Euh, Après, en course, c'est autre chose, parce qu'en course, il y a l'expérience qui parle, il y a aussi la gestion de course. Quand on voit des Vettel, des Hamilton, des Alonso, c'est des grands champions, et même Verstappen aussi, dans une moindre mesure, parce qu'il a un peu moins d'expérience. C'est des pilotes qui sont capables de faire leur stratégie eux-mêmes. Ils prennent les choses en main. Ils disent, OK, on va s'arrêter tel tour, machin. Les frérots, faut se dire qu'ils roulent à 300, qu'ils sont dans un cockpit, ils voient rien du reste de la course. Ils ont que ce qu'ils ont là. Tu vois, genre, si vous avez déjà joué à F1 ou à d'autres jeux de course, euh, tu vois bien que être dans la course, c'est pas comme regarder la course. Quand tu regardes la course, tu as toutes les caméras, tu as tous les chronos, tu as tous les on-board, tu sais sur quels pneus sont les gens, etc. Là, que t'es dans la voiture, frérot, tu vois ce qu'il y a devant toi, ce qu'il y a derrière toi, c'est tout. Alors oui, on peut te donner des infos à la radio, mais quand tu as des pilotes qui sont capables de faire de la stratégie, parce qu'ils ont vu tel ou tel pilote, c'est aussi ça qui fait de toi un grand pilote au-delà juste de la perfo pure. Et c'est là que des Hamilton, des Alonso, des Vettel à l'époque sont si forts. C'est parce que ils sont capables de faire de la stratégie, de tout réfléchir et tout, pendant qu'ils roulent à 350, pendant qu'ils sont en train de se battre avec d'autres pilotes et tout. C'est ça qui est impressionnant. Euh, Tu regardes, il y a un on-board de Verstappen à Abu Dhabi il y a quelques années. Le frérot, on lui parle à la radio, c'est-à-dire que son ingénieur lui parle à la radio, à travers la radio de son ingé, il entend que chez Ferrari, il entend trop de coups de pistolet chez Ferrari. Il dit,
Chez Ferrari, là, ils viennent de faire un double arrêt. Et son ingé confirme. Tu vois, c'est un pilote de Formule 1, c'est impressionnant aussi pour ça. Parce que quand tu te dis qu'un Verstappen, le mec, il est en train de rouler à 300 en piste, en train de faire la course, qu'à travers la radio, il entend plusieurs coups de pistolet, du coup il se dit qu'il y a un double arrêt chez Ferrari, c'est un truc, enfin, faut être zinzin pour faire ça. C'est-à-dire que même moi, tu me fous dans mon canapé tranquille à écouter la radio, je suis même pas sûr de le trouver, le truc. Donc, c'est aussi ça qui fait que. Bon, après, Ferrari, ils oublient un pneu sur 4 en 2022, donc voilà. Oui, bah, Ferrari, c'est vrai que 2022, ils font beaucoup d'erreurs. Après, ça fait pas tout non plus, parce que tu vois, 2023, pour le coup, Ferrari. En fait, Ferrari s'est forgé une réputation en 2022, et même sur les années d'avant, certes, euh, qui leur colle à la peau, alors que. Parce que moi, quand j'en parle avec des potes de Ferrari comme ça, tout le monde dit, c'est toujours le truc de ah ouais, c'est des clowns, ah ouais, ils sont nuls, ah ouais, machin, les arrêts, ils sont débiles et tout. Enfin, alors, moi, quand j'en parle même aujourd'hui, hein, tu vas dans un bar avec des potes, ils ne font que de parler de Ferrari sont trop nuls dans les arrêts et tout. Ferrari, l'an dernier, c'est la deuxième meilleure équipe en termes d'arrêt au stand. C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Donc, c'est aussi le deuxième meilleur arrêt de la saison. Alors oui, il y a le fameux record de McLaren en 1,80 qui est impressionnant. Mais Ferrari, mine de rien, ils ont quand même le deuxième plus rapide. Au Qatar aussi, d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé au Qatar, mais les frérots, ils étaient tous chauds. Et surtout, Ferrari, dans la moyenne, c'est quand même la deuxième meilleure équipe derrière Red Bull, qui on sait est exceptionnelle en termes de. Et au final, on ne parle pas beaucoup d'un Mercedes qui a quand même été sacrément nul l'an dernier. Alors moi j'en ai parlé dans les débriefs que j'ai fait pour chaque équipe en fin d'année dernière sur Insta et TikTok, mais le fait est que aujourd'hui, Ferrari, depuis Fred Vasseur, s'est beaucoup amélioré. On a Inaki Ueda qui était le chef de la stratégie chez Ferrari qui a été écarté du programme F1. Ils se sont améliorés. Bah oui, carrément. Mais en fait, c'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est que en vrai, Ferrari est vu comme ça depuis 2022. Ils ont fait une belle saison au stand l'année passée. Après une erreur dans la saison, ça peut arriver à tout le monde. Oui, non, mais globalement, une erreur, ça peut arriver. Et d'ailleurs, Red Bull, on leur tient pas compte parce que ça arrive rarement à Verstappen, ça arrive plutôt à Perez. Parce qu'en général, on fait rentrer Perez en premier, comme ça, on échauffe un peu les mécanos. Mais tout le monde fait des erreurs, c'est sûr et certain. D'un côté, tu peux faire un 1,80 comme McLaren et dans la même course faire un arrêt à 3,10 qui est pas trop bon, quoi. Mais voilà, chez Ferrari, en attendant, on a quand même beaucoup progressé euh, et on a fait de bons arrêts. On n'a pas fait beaucoup d'erreurs stratégiques aussi. C'est important. Ferrari, c'est la seule équipe à avoir gagné l'an dernier avec objectivement une voiture qui n'était pas bien meilleure que la Mercedes ou la Aston Martin ou même la McLaren en fin de saison. Donc, il y a Pérez, le bon copain. Ouais, c'est ça. Bah, merci Pérez d'avoir libéré des places sur le podium l'an dernier, hein. Aussi, parce que sinon, normalement, il y a deux places déjà de prise, normalement. Mais bon, moi, je te dis, passe une bonne journée. Après-midi, je vais en cours. Ah ben, bon cours, Foxy. Merci d'avoir été présent. Merci d'avoir suivi aussi la chaîne et à bientôt sur les lives. Bonne chance pour le cours. C'est vrai qu'il est quelle heure là? Parce qu'il y a un moment, il va falloir aller bouffer, hein. J'ai toujours pas mangé, moi. Mais, euh, mais voilà, globalement, Ferrari a quand même beaucoup progressé. Et, et puis on verra ce qu'ils feront cette année. Moi, je les sens bien pour une saison classique. Tu vois, une bonne saison sans faire. Sans plus, tu vois. Genre, ça va pas non plus ça va pas non plus jouer la gagne, clairement. Mais je pense que ça peut continuer à progresser, continuer à construire l'équipe comme ils le font depuis déjà un an avec Fred Vasseur. Donc voilà, ça sera pas mal. Nous, on va se retrouver du coup demain. Demain à quelle heure? Je ne sais pas. Il faudra suivre sur Insta pour être au courant. Pour Mercedes et McLaren, on va passer une Saint-Valentin d'enfer, c'est moi qui vous le dis. Et puis le surlendemain, du coup, pour Red Bull, qui dévoilera sa voiture que l'on a déjà un peu vue. Je vous la remets, hop. Sa voiture championne du monde 2024. Et peut-être qu'on en saura plus, peut-être qu'on verra un petit peu comment ça se passe d'un point de vue leadership chez Red Bull, avec le départ potentiel de Christian Horner.
parce que ça va être aussi intéressant à regarder. Donc voilà, on verra tout ça. Moi, Gigo, je vais manger, mais c'était bien sympa de discuter F1 avec un gars qui ne suit pas ce sport depuis la série Netflix, car la série t'apprend pas l'histoire de ce sport. MDR, bon après-midi. Bah, bon après-midi à toi aussi. Effectivement, on fera peut-être un react sur Drive to Survive. Parce qu'en vrai, il faut pas trop critiquer, c'est quand même une série qui a permis au sport de grandir aussi et d'être plus connu, à notre sport qu'on aime tous depuis si longtemps, d'être plus reconnu. Donc, même si effectivement, des fois, c'est vrai que c'est pas dingue. Et globalement, de saison en saison, c'est de pire en pire. Mais voilà, on sera un petit avis potentiellement sur cette nouvelle saison de Drive to Survive qui sort dans pas longtemps, je crois qu'elle sort le 23. On verra tout ça d'ici là. On se retrouve sur Insta, sur TikTok pour un maximum de vidéos qui arrivent là, qui sont prévues. Et moi, je vous dis, portez-vous bien parce que c'était très cool. Et à la prochaine.